Nous sommes le 22 novembre 1963. Kennedy est en visite dans la métropole de Dallas, au Texas. Avec son épouse Jackie, il traverse la ville en voiture ouverte. Des dizaines de milliers de personnes sont sur le bord de la route et acclament le couple. Soudain, des coups de feu retentissent. Une balle atteint le président à la tête. Qui sont les instigateurs de l'assassinat de John F. Kennedy? Ce documentaire présente les révélations et les corrélations importantes concernant les auteurs de l'assassinat de Kennedy. Il révèle les relations entre les politiciens, le complexe militaro-industriel et les sociétés secrètes qui agissent dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui et qui éliminent toute juridiction indépendante. Le 22 novembre 1963, le 35e président des États-Unis, John F. Kennedy, a été tué dans un attentat. Tout comme le 11 septembre, l'assassinat de Kennedy compte parmi les événements historiques les plus marquants du siècle dernier. Une grande partie de la population est aujourd'hui convaincue que la version officielle de l'assassinat de Kennedy ne correspond pas à la vérité. Dans cette émission, CLA-TV révèle des interconnexions dévastatrices qui, 60 ans après l'assassinat de Kennedy, continuent d'exister dans le monde entier et d'avoir une influence lourde de conséquences sur les événements mondiaux. Il est donc crucial pour chacun de connaître les liens dévoilés et les dessous fatals de l'assassinat de Kennedy. Moins d'une heure et demie après l'assassinat, Lee Harvey Oswald, 24 ans, a été arrêté comme suspect. Le FBI l'a certes présenté comme un auteur unique et il est officiellement considéré comme l'assassin de Kennedy. Mais cette version ne résiste pas à un examen approfondi. Un test au nitrate auquel il a dû se soumettre le soir de l'attentat a été un indice à la décharge d'Oswald. Un test au nitrate permet de détecter des traces d'utilisation d'une arme à feu sur la main et les vêtements. Le résultat du test a en effet montré qu'Oswald n'avait tiré aucun coup de feu avec une arme au cours des 24 heures précédentes. De plus, ses empreintes digitales n'ont pas été retrouvées sur le fusil avec lequel il aurait tiré sur le président. Oswald lui-même a nié les faits avec véhémence et a déclaré qu'il n'avait tiré sur personne. Voici un enregistrement peu après l'attentat où il dit « Je ne suis qu'un bouc émissaire. » Le procès, c'est-à-dire l'audience de Lee Oswald, n'a pas eu lieu. En effet, 2 jours seulement après son arrestation, il a été abattu par Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit. Il est étrange que Lee Oswald ait été abattu dans un poste de police sécurisé. De plus, les éléments suivants sont accablants. La police avait interrogé Oswald, mais a indiqué plus tard qu'elle avait omis de dresser un procès-verbal de ses déclarations. N'aurait-il pas dû y avoir justement un protocole ou un enregistrement pour cette enquête cruciale? L'enregistrement original d'Abraham Zapruder réfute l'hypothèse d'un acte isolé. Selon la version officielle, Lee Oswald est l'unique auteur et a tiré depuis le 6e étage d'un entrepôt de livres scolaires. Selon ce rapport, la balle mortelle dans la tête a été tirée sur Kennedy par derrière. Cette version officielle a été violemment ébranlée en 1975 avec la publication du film dit Zapruder. Sur les images d'Abraham Zapruder, qui, en tant que spectateur, avait filmé le président au Texas, on voit clairement que la tête de Kennedy est violemment projetée en arrière vers la gauche par le tir mortel et que la balle vient donc de face. Cela indique que le président a également été atteint de face et qu'il devait y avoir plusieurs tireurs. Révélation de l'avocat Mark Lane. Dès 1966, l'avocat Mark Lane a révélé que la théorie de l'auteur unique ne tenait pas. Lane s'est entretenu avec un grand nombre de témoins et a publié un livre intitulé « Jugement hâtif ». Dans son film du même nom, de nombreux témoins ont déclaré que Kennedy avait également été abattu de face depuis une colline herbeuse. La trajectoire particulière de la balle.
La version officielle du crime indique que Lee Harvey Oswald était seul et a tiré 3 coups de feu par derrière. Pour ne pas compromettre cette théorie de l'auteur unique, on a expliqué au public que le deuxième tir avait provoqué 7 blessures d'entrée et de sortie chez Kennedy et chez le gouverneur John Connally, assis devant lui. La balle avait une trajectoire si particulière qu'en plus de tuer Kennedy, elle a blessé Connally au dos, à la poitrine, au poignet et à la cuisse, changeant plusieurs fois de trajectoire. Comme la trajectoire de la balle défie toutes les lois de la physique, ce deuxième tir est donc appelé la balle magique dans les recherches sur la mort de Kennedy. Toutes les contradictions disparaissent immédiatement si on suppose qu'au moins un autre tireur était positionné non pas derrière la limousine de Kennedy, mais devant elle. L'ex-garde du corps de John F. Kennedy témoigne. Paul Landis, agent des services secrets et garde du corps de John F. Kennedy, se trouvait à quelques mètres de Kennedy lorsque les coups de feu mortels ont été tirés. En publiant ses mémoires en octobre 2023, le témoin direct de l'assassinat a rompu un silence de plusieurs décennies. Le point central de son livre de révélation est la fameuse balle magique. Sur la base de ces observations, il estime qu'il est impossible que seuls 3 coups de feu aient été tirés. Il est convaincu qu'il y avait plusieurs tireurs. Enlèvement du corps. John F. Kennedy a été transporté à l'hôpital Parkland de Dallas immédiatement après l'assassinat. Les médecins de cet hôpital ont insisté pour que l'autopsie soit réalisée sur place, comme le prévoyait d'ailleurs la législation texane. Une autopsie minutieuse aurait permis de déterminer combien de fois Kennedy avait été touché et de quelle direction. Mais on y a renoncé. Le chirurgien, professeur Charles Crenshaw, a en effet rapporté plus tard « Le corps du président a été enlevé de force aux responsables de l'autopsie, les autorités du Texas ». Malgré l'opposition farouche du professeur Earl Rose, chef du service de pathologie médico-légale de l'hôpital Parkland, le corps de Kennedy a été enlevé par des agents des services secrets armes au poing le jour même à 14 heures. Les agents des services secrets ont transporté le corps à Washington au Bethesda Naval Hospital où l'autopsie a commencé à 19 heures sous la surveillance de militaires haut gradés. Dans un article consacré à l'autopsie de John F. Kennedy à l'hôpital militaire, le Deutsche Ärzteblatt s'est exprimé comme suit. L'analyse neurolégale, examen déterminé du président assassiné et même ses soins médicaux d'urgence sont également marqués par quelques contradictions, avec entre autres une autopsie pratiquée à un endroit autre que celui prescrit par la loi, et une trachéotomie, incision de la trachée pratiquée exactement dans le canal de tir d'une blessure, ce qui au sens strictement légal correspond à la manipulation d'une pièce à conviction. L'autopsie est qualifiée d'incomplète dans la littérature médico-légale. Entre autres, le cerveau n'aurait pas été examiné en profondeur dans un premier temps, surtout pour déterminer la balistique de la balle mortelle. Les photos d'autopsie et les radiographies publiées des années plus tard sont en contradiction avec différents témoignages. Tant l'infirmière Audrey Bell que le chirurgien, le professeur Robert McClelland, travaillant au Parkland Hospital, ont parlé d'une énorme blessure à l'arrière de la tête. Sur la base de ces observations, le docteur McClelland a estimé que le tir mortel devait avoir été tiré de l'avant. Le docteur Charles Crenshaw a également exprimé dans une interview sa conviction que le président Kennedy avait été abattu de face. Nous l'avons enveloppé dans un drap et l'avons placé dans le cercueil. Mais avant de le faire, j'ai regardé la blessure une dernière fois. Je voulais savoir et garder ce souvenir le reste de ma vie. Et le reste de ma vie, je le saurai toujours. Il a été abattu de face. De nombreux témoignages, les lois de la physique, ainsi que des enregistrements vidéo prouvent qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient tiré sur John F. Kennedy. S'il ne s'agissait pas d'un tireur unique, qui étaient alors les auteurs et les commanditaires de cet assassinat?
Qui avait un motif pour assassiner le président américain? Y avait-il des cercles de personnes pour qui la politique de Kennedy était une épine dans le pied? John Fitzgerald Kennedy, appelé John F. Kennedy, a prêté serment le 20 janvier 1961 en tant que 35e président des États-Unis. Il était issu d'une famille politiquement très respectée. La photo le montre avec ses frères Robert F. Kennedy, ministre de la Justice dans le cabinet de John F. Kennedy, et Edward Kennedy, sénateur de longue date pour l'État américain du Massachusetts. Durant son mandat, Kennedy s'est surtout fait remarquer par sa politique de paix. La crise des missiles de Cuba en 1962 a mené le monde au bord de la guerre nucléaire. John F. Kennedy a refusé de suivre les conseils de ses généraux qui avaient proposé une invasion de l'île. Au lieu de cela, il a opté pour un blocus maritime. Kennedy a alors négocié avec Nikita Khrouchtchev, le chef du gouvernement de l'Union soviétique communiste, et lui a promis de s'abstenir de toute nouvelle attaque contre Cuba. C'est ainsi que la menace d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique a pu être évitée. En octobre 1963, un peu plus d'un mois avant sa mort, Kennedy a également commencé à retirer les troupes américaines du Vietnam. Dans un mémorandum officiel daté du 11 octobre 1963, il a ordonné le retrait d'1 millier de militaires américains du Vietnam avant la fin de l'année. Robert McNamara, le ministre de la Défense du cabinet de John F. Kennedy, a indiqué plus tard que Kennedy se serait entièrement retiré du Vietnam s'il avait été encore en vie. Avec cette politique, Kennedy s'était toutefois mis à dos le complexe militaro-industriel et les services secrets américains. Ceux-ci avaient en effet pour objectif d'étendre la suprématie des États-Unis par de nouvelles guerres d'agression et des interventions militaires, notamment au Vietnam et à Cuba. C'était précisément la raison de l'invasion de la baie des Cochons à Cuba en 1961, qui toutefois s'était soldée par un échec. Il s'agissait d'une opération militaire clandestine de la CIA visant à renverser le président cubain, Fidel Castro. Kennedy a alors envoyé le directeur de la CIA, Alan Dulles, et a annoncé son intention de démanteler les structures de pouvoir au sein de la CIA. Son objectif était de remplacer la CIA sous contrôle politique. Dans la recherche des commanditaires de l'assassinat de Kennedy, la piste des services secrets américains est évidente. L'historien suisse Daniel Ganser s'exprime à ce sujet. À mon avis, l'assassinat de Kennedy a été commandité par Allen Dulles. Allen Dulles était le directeur des services secrets américains, la CIA. Richard Bissell est responsable des opérations secrètes au sein du département de la CIA. Il est le bras droit d'Allen Dulles et les a renvoyés tous les deux. Ils pensaient tous les deux que Kennedy représentait un risque pour la sécurité des États-Unis et pour les intérêts impériaux américains. Parce qu'ils pensaient que s'ils ne frappaient pas, par exemple, contre Fidel, contre Cuba, s'ils ne frappaient pas contre le Vietnam, s'ils ne faisaient pas la guerre, alors rien ne se passerait pour la domination américaine dans le monde. Robert F. Kennedy Jr., neveu de John F. Kennedy et aujourd'hui candidat à la présidence américaine, est également convaincu que la CIA a participé à l'assassinat du chef d'État américain en 1963. Dans une interview en mai 2023, il accuse les services secrets américains d'avoir brouillé les pistes pendant des décennies. Kennedy dit sur la mort de son oncle: « Il existe des preuves accablantes de l'implication de la CIA dans son assassinat. » La CIA a été créée en 1941 par le président Franklin D. Roosevelt. Son premier directeur fut William Joseph Donovan. Il était membre de la fondation Rockefeller et travaillait pour la famille Rockefeller.
Alan Dulles est devenu directeur de la CIA en 1953. À partir de 1945, il a été président du très influent Council on Foreign Relations, ou CFR. Le CFR a été fondé en 1921 par des banquiers connus comme John D. Rockefeller Jr. et est depuis financé en grande partie par la famille Rockefeller. David Rockefeller, décédé en 2017, a siégé au conseil d'administration du CFR dès 1949 et l'a ensuite dirigé. Derrière ce groupe de réflexion se cache un tel pouvoir que le magazine d'information Der Spiegel écrivait déjà en 1975 qu'il s'agissait de l'institution privée la plus influente d'Amérique et du monde occidental. Jusqu'à aujourd'hui, le Council on Foreign Relations tire les ficelles comme une sorte de gouvernement fantôme. L'administration américaine est également dirigée depuis ce centre stratégique dans le but de faire avancer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Presque tous les directeurs de la CIA étaient ou sont membres du CFR. Les agents de la CIA sont actifs dans le monde entier, le plus souvent sous couverture via l'ambassade américaine des pays concernés. Quelques heures après l'assassinat de John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson a prêté serment en tant que nouveau président américain à bord d'Air Force One. Johnson s'était ainsi hissé au sommet de la politique américaine sans avoir été élu. Johnson mit fin à la politique de paix de Kennedy et mena les États-Unis à la guerre avec le Nord-Vietnam. Jusqu'en 1968, plus de 500 000 soldats américains furent stationnés au Vietnam. La CIA s'est largement engagée dans cette guerre et a mené de nombreuses opérations politiques et militaires clandestines. En 1995, le Vietnam a annoncé que les opérations de guerre avaient tué 4 millions de civils nord- et sud-vietnamiens et 1,1 million de soldats et de combattants vietnamiens jusqu'en 1975, soit environ 1/8 de la population totale du Vietnam. Les scientifiques estiment que les États-Unis ont largué sur le Vietnam 2 fois plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale. L'agent orange, une arme chimique utilisée à cette occasion, a empoisonné de manière permanente une superficie estimée à 24 000 km², soit 1/7 de la superficie totale du Sud-Vietnam. En conséquence, 1 million d'adultes et 150 000 enfants vietnamiens souffrent de cancer ou de dommages psychiques et génétiques. À ce sujet, Daniel Ganser. Vous devez savoir qu'après l'assassinat de Kennedy en 1963, la guerre du Vietnam a éclaté en 1964. D'ailleurs, sur la base d'un mensonge. Puis, 11 ans de guerre jusqu'en 1975. 3 millions de Vietnamiens, 58 000 Américains morts, le napalm, l'agent orange, des enfants déformés. Des crimes énormes, tous. Kennedy ne voulait pas cela. Il voulait, et c'est son ministre de la Défense McNamara qui l'a dit, retirer tous les conseillers américains du Sud-Vietnam avant la fin 65. Et 50 jours après cette décision, Kennedy a été assassiné. Discours remarquable de John F. Kennedy du 27 avril 1961. En 1961 à New York, Kennedy a prononcé un discours remarquable devant les principaux éditeurs de journaux du pays. Il y mettait en garde contre les sociétés secrètes et contre une conspiration mondiale. John F. Kennedy dit textuellement « Le mot même de secret est inacceptable dans une société libre et ouverte. Et en tant que peuple, nous sommes par nature et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux délibérations secrètes, car nous sommes confrontés tout autour du monde à une conspiration monolithique, uniforme et impitoyable qui s'appuie principalement sur des moyens occultes pour étendre sa sphère d'influence. C'est un système qui a mis en place, avec d'énormes ressources humaines et matérielles, une machinerie étroitement liée, complexe et efficace, combinant des opérations militaires, diplomatiques, de renseignement, économiques, scientifiques et politiques. Ceux qui pensent autrement ne sont pas les bienvenus, mais ils sont réduits au silence. » Le sénateur républicain Ron Paul a constaté en 2016 « Franchement, il y a une force extérieure que nous appelons gouvernement de l'ombre ou État profond. Ces gens ont une grande influence. Ils sont en fait plus puissants que notre gouvernement, que notre président.
De quelle société secrète et de quelle conspiration parle Kennedy? Les présidents américains avant John F. Kennedy. Franklin D. Roosevelt, président de 1933 à 1945. Roosevelt était un membre très actif de la franc-maçonnerie et a reçu de nombreuses délégations maçonniques à la Maison-Blanche pendant ses années de présidence. Il était membre de la Holland Lodge numéro 8 à New York. Harry S. Truman, président de 1945 à 1953. Truman est devenu franc-maçon actif en 1909, à l'âge de 25 ans, à la Belton Lodge numéro 450 dans le Missouri. Il a ensuite fondé la Grand Youth Lodge numéro 618 et a finalement été promu grand maître de la Grande Loge du Missouri en 1940. Dwight D. Eisenhower, président de 1953 à 1961. Eisenhower, comme de nombreux présidents américains, a prêté serment d'allégeance à la Bible maçonnique. L'exemplaire provenait de la St. John's Lodge, la plus ancienne loge maçonnique de New York. Dwight D. Eisenhower était membre du CFR depuis 1949. Après son élection à la présidence des États-Unis, Eisenhower a recruté de nombreux membres du cabinet dans les rangs du CFR. La nomination la plus importante qui est faite est celle de John Foster Dulles, membre du CFR et frère d'Allen Dulles, au poste de secrétaire d'État. Le président des États-Unis, John F. Kennedy, président de 1961 à 1963. Kennedy n'a pas prêté serment sur la Bible maçonnique, mais sur sa Bible familiale catholique. John F. Kennedy n'était pas franc-maçon et n'était pas non plus membre du CFR. Les présidents américains après John F. Kennedy. Lyndon B. Johnson, président de 1963 à 1969. Johnson était également franc-maçon. Il s'est inscrit en 1937 à la Johnson City Lodge numéro 561 au Texas et était également membre de la loge maçonnique Janus. Richard Nixon, président de 1969 à 1974. Richard Nixon était lui aussi franc-maçon. Il était également un habitué à Bohemian Grove, un club exclusif ouvert uniquement aux dirigeants d'élite masculins. Il a été membre du CFR à partir de 1961. Gerald Ford, président de 1974 à 1977. Gerald Ford a été admis dans la loge maçonnique Malta Lodge numéro 465 en 1949. En 1962, il a été promu au 33e degré de la franc-maçonnerie. Il était également membre de la loge maçonnique Three Eyes, fondée par David Rockefeller. Il était également membre du CFR depuis 1982. Jimmy Carter, président de 1977 à 1981. Il a été nommé par David Rockefeller en avril 1973 à la commission trilatérale qui agit en tant que relais du CFR. Il a également été membre du CFR. Ronald Reagan, président de 1981 à 1989, était membre de la loge maçonnique White Eagle. George Bush Sr., président de 1989 à 1993. Bush Sr. était membre de la commission trilatérale fondée par David Rockefeller et Henry Kissinger, franc-maçon au 33e degré, membre des loges maçonniques Hathor Pantalpa, Three Eyes et Edmund Burke. Bill Clinton, président de 1993 à 2001. Dès sa jeunesse, Clinton est devenu membre du Hot Springs Chapter de l'Order of Demolay, un groupe de jeunes affiliés à la franc-maçonnerie. Il est finalement devenu membre des loges maçonniques Janus, Maat, Three Eyes. Il est membre du CFR depuis 1981. George W. Bush, président de 2001 à 2009. Il est membre de la loge maçonnique Hathor Pantalpha et de la société secrète Skull and Bones. Barack Obama, président de 2009 à 2017. Il est membre de la loge maçonnique Maat. Donald Trump, président de 2017 à 2021. On ne connaît aucun lien de Trump avec la franc-maçonnerie ou le CFR. Joe Biden, président depuis 2021, il est membre de la loge maçonnique Maat. En 1963, la commission Warren a été officiellement chargée d'enquêter sur l'assassinat de John F. Kennedy et d'en identifier les auteurs. Cette commission d'enquête était-elle indépendante ou
faisait-elle également partie de la conspiration évoquée par Kennedy? 4 jours après l'assassinat, le président Lyndon B. Johnson a mis en place la commission dite Warren, chargée de faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat de Kennedy. Le rapport final fut publié en septembre 1964. La commission a étayé la théorie officielle et a conclu que le président Kennedy avait été assassiné par Lee Harvey Oswald et qu'il n'y avait pas eu de complot pour assassiner Kennedy. L'auteur de best-seller américain Jim Moore a publié en 1991 un livre sur l'assassinat de Kennedy, dans lequel il expliquait que la commission n'avait pas mené de véritable enquête. La commission Warren, cela doit être clair, n'a jamais mené de véritable enquête. Elle a commencé par une conclusion et a ensuite travaillé assez soigneusement pour s'assurer que les faits disponibles correspondaient à la décision préétablie. Citation de Jim Moore. L'historien anglais Hugh Trevor Roper a également exprimé de fortes réserves sur le rapport de la commission Warren. J'ai eu l'impression que le texte présentait de graves lacunes. En outre, les parties faibles apparaissaient encore plus faibles à l'examen qu'à première vue. Les membres de la commission Warren. La commission tire son nom de son président, le juge en chef des États-Unis, Earl Warren. Warren, comme le président Johnson, qui l'a nommé à la commission d'enquête, était très actif dans la franc-maçonnerie. Il était franc-maçon au 33e degré et grand maître pour l'État de Californie. Richard Brevard Russell était gouverneur et sénateur américain de Géorgie. Il était également franc-maçon et membre de la Winder Lodge numéro 33 en Géorgie, où il a été promu au 33e haut degré maçonnique. John Sherman Cooper était un sénateur américain du Parti républicain et un franc-maçon de 33e degré. Cooper était également membre de la société secrète Skull and Bones. Gerald Ford devint quelques années plus tard, de 1974 à 1977, le 38e président des États-Unis. Ford a été initié en 1949 dans la loge maçonnique Malta Lodge numéro 465 à Grand Rapids, où il a été promu au 33e haut degré maçonnique. Selon un document du FBI datant de 1963 et rendu public en 2008, Ford a été en contact avec le FBI pendant toute la durée de son mandat au sein de la commission Warren et a transmis des informations sur les activités du comité au personnel du FBI. Alan Welch Dulles était le directeur de la CIA. Avec Dulles, c'est justement l'un des principaux suspects de l'assassinat de Kennedy qui siégeait dans la commission d'enquête. Lui et son frère John Foster Dulles avaient des relations familiales avec David Rockefeller et étaient cofondateurs du Council on Foreign Relations. Alan Dulles, 33e degré maçonnique, a également siégé au conseil d'administration du CFR de 1927 à 1969. John J. McCloy, le président du conseil d'administration de la Chase Manhattan Bank, a été nommé président de la Banque mondiale en 1947. Il était un ami proche de la famille Rockefeller et président au CFR de 1953 à 1970, c'est-à-dire à l'époque où a lieu l'assassinat de John F. Kennedy. Thomas Hale Box, également franc-maçon du 33e degré, a toutefois remis en question le travail de la commission Warren dans les années 1970. Il doutait fortement de la théorie de la balle magique et s'est finalement engagé pour une réouverture du dossier Kennedy. Mais cela n'a pas eu lieu. Box a disparu en octobre 1972 dans un accident d'avion inexpliqué. Autre personne décisive de la commission Warren. Nicolas Katzenbach et John Edgar Hoover sont considérés comme les autres initiateurs de la commission Warren. Nicolas Katzenbach était membre du CFR et a siégé à son conseil d'administration de 1975 à 1986. John Edgar Hoover, franc-maçon du 33e degré et membre de la loge fédérale numéro 1 à Washington, D.C., était à l'époque directeur du FBI. En tant que tel, il a également été à la tête de l'enquête du FBI sur l'affaire Kennedy.
Dealey Plaza, le lieu de l'assassinat de Kennedy. La Dealey Plaza est un parc urbain situé dans le centre-ville de Dallas. C'est le lieu de l'assassinat de John F. Kennedy. Cela ne doit pas non plus être une coïncidence, car la Dealey Plaza est également liée à la franc-maçonnerie. La personne qui a donné son nom au lieu, George Bannerman Dealey, était également un franc-maçon du 33e degré. Ce qui frappe sur la Dealey Plaza, c'est l'obélisque maçonnique avec l'inscription « Dealey Plaza, lieu de naissance de Dallas ». C'est dans ce petit parc qu'a été construite la première maison. Celle-ci a également servi de premier palais de justice et de bureau de poste, de premier magasin et de première loge maçonnique. La commission Rockefeller. La population a critiqué avec véhémence la méthode de travail de la commission Warren et n'a pas cru la version officielle. Le gouvernement américain s'est donc vu contraint de faire examiner les conclusions de la commission Warren par 4 autres comités au total. En 1975, la commission Rockefeller a été créée et présidée par Nelson Rockefeller, le frère de David Rockefeller. Il était également franc-maçon de haut niveau et membre de la loge maçonnique Three Eyes. Cette commission a réaffirmé que la commission Warren avait conclu à l'existence d'un seul assassin et a qualifié de spéculation tirée par les cheveux les allégations faisant état de plusieurs assassins. Décès dans la famille Kennedy. Robert Kennedy, le frère cadet de John F. Kennedy, s'est engagé à ce que le meurtre de son frère soit élucidé. En 2013, son fils Robert F. Kennedy Jr. a déclaré dans une interview sur CBS que son père était plutôt convaincu que plusieurs personnes étaient impliquées dans l'assassinat de son frère. Il a qualifié le rapport de la commission Warren de mauvais coup artisanal. Robert Kennedy s'est présenté aux élections présidentielles de 1968. Lorsque Robert Kennedy a remporté les élections primaires en Californie et dans le Dakota du Sud, on lui donnait de bonnes chances de devenir le prochain président des États-Unis. Le 5 juin 1968, il s'est adressé à ses partisans peu après minuit dans une salle de bal de l'Ambassador Hotel de Los Angeles. Alors qu'il traversait les pièces de la cuisine de l'hôtel pour se rendre à la salle de presse, il a également été victime d'une tentative d'assassinat. Comme pour son frère John F. Kennedy, la version officielle parle d'un auteur unique, avec des contradictions tout aussi flagrantes. Un autre frère de John F. Kennedy, Edward Kennedy, a survécu à un accident d'avion le 19 juin 1964, grièvement blessé. Le 13 janvier 1982, Ted Kennedy a manqué un avion qui a également eu un accident après le décollage. John F. Kennedy Jr. était le fils de John F. Kennedy. Il est mort dans un accident d'avion en 1999 à l'âge de 38 ans. Sa femme, Caroline Bessette Kennedy, a également perdu la vie dans cet accident. Mot de la fin. Chers téléspectateurs, vous demandez-vous pourquoi, 60 ans après, l'assassinat de Kennedy est toujours d'actualité? Autour de l'attentat, on découvre un énorme abus de pouvoir et une incroyable dissimulation des véritables responsables et auteurs de l'attentat. Ce documentaire dévoile une vaste activité de sociétés secrètes qui ont placé leurs membres au plus haut poste de l'État et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'hésitent pas à déclencher des guerres contre d'autres États ou à renverser des chefs de gouvernement. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'administration américaine actuelle pour se rendre compte que le complot impitoyable dénoncé par Kennedy existe toujours sous la forme d'un gouvernement de l'ombre. Comme les précédents chefs de la CIA, l'actuel chef de la CIA, William Joseph Burns, travaille pour le CFR. L'actuel directeur du FBI, Christopher Wray, est également lié au CFR. Tout comme le président américain Joe Biden,
qui est franc-maçon de haut grade et également très proche du CFR. CLA-TV a déjà montré dans de nombreuses émissions que ce gouvernement clandestin n'existe pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. On y voit les mêmes sociétés secrètes et les mêmes tireurs de ficelles à l'œuvre. Ils se cachent derrière la dictature du Covid, la guerre Russie-Ukraine, la guerre israélo-palestinienne actuelle, la puissance mondiale qu'est la Chine, l'administration de l'UE et aussi lors du 11 septembre. C'est la raison pour laquelle il est important, 60 ans après l'assassinat de John F. Kennedy, d'exiger une enquête complète sur ce crime afin de mettre un terme au harcèlement des hommes dans le monde entier. Seule une enquête indépendante permettra de dévoiler et de punir ceux qui dirigent ces sociétés secrètes dans le monde entier. CLA-TV continue à faire preuve d'indépendance et d'investigation pour vous. Participez vous aussi à ce mouvement international de dévoilement et de vérité. Vous aussi, diffusez ces révélations autant que vous le pouvez.